Alors, construction de l'intégrale. Ça veut dire quoi, construire l'intégrale? Ça veut dire donner une théorie suffisamment... une théorie de qualité suffisamment puissante pour qu'elle puisse finalement s'adapter à la plupart des objets qu'on rencontre. Okay. Donc la plupart des objets qu'on rencontre, c'est est-ce qu'une fonction est-ce qu'une fonction qu'on rencontre définie sur un intervalle, donc une fonction à valeur réelle, bon, à valeur à une complète fonction, en tout cas de la variable réelle, est-ce que cette fonction-là admet une intégrale sur l'intervalle que vous voulez? Okay. Et ça doit être, ce que j'aimerais, c'est que ce théorème réponde oui le plus largement possible. D'accord? Alors, en début d'année, on a dit, on va admettre la chose suivante, c'est que si une fonction est continue sur un intervalle, alors elle admet nécessairement une intégrale. Okay. En particulier, on s'était inspiré du fait que, enfin, quelque part, vous savez que quand elle est dérivable, elle est continue, vous avez une sorte d'échelle entre les fonctions dérivables, continues, etc. Donc, une fonction, elle peut être continue, puis un peu mieux, certaines parmi celles qui sont continues sont dérivables, puis parmi celles qui sont dérivables, certaines sont dérivables dont la dérivée est continue, donc on va aller plus loin comme ça. On a une sorte d'échelle qui se crée en termes de dérivabilité. Et le principe de l'intégrale, quand on l'a vu en début d'année, c'est-à-dire celui de primitive, consiste à faire la démarche inverse. Donc on a envie de dire, si on fait la démarche inverse et que les ensembles sont emboîtés les uns dans les autres, avant continu, on devrait avoir un truc qui admet une primitive. D'accord? Et donc on devrait avoir, en fait, autrement dit, on peut penser que l'ensemble des fonctions qui admettent des primitives contient l'ensemble des fonctions continues. Ok? D'où le théorème, dès qu'on est continu, on admet une primitive. On a vu dans la vidéo. Donc on va voir ça, en effet, on va voir que toute fonction continue admet une primitive. Mais en fait, on va faire un petit peu mieux. Alors attendez, je ne sais pas tout ce que j'ai écrit là. Bon, je sais pas. On va faire un petit peu mieux. On va montrer un théorème important, c'est que si une fonction f est dérivable, donc elle admet une fonction dérivée f' doit être n'importe quoi, elle peut ne pas être continue par exemple, et bien cette fonction f' admet une primitive, en tout cas elle admet une intégrale sur tout segment. Okay. Pour faire ça, en fait, il nous faut une intégrale vraiment assez vraiment robuste. Et c'est pour ça que cette année, on va construire une intégrale qui s'appelle l'intégrale de Kurzweil-Stock, qui répond positivement à cette question-là, alors que l'intégrale de Riemann ne répond pas forcément positivement à cette question-là. Okay, donc l'idée, c'est, si j'intègre f' entre a et b, j'aimerais dire que ça vaut f de b moins f de a pour tout f, quel que soit f, même si f est bizarre, même si f' n'est pas continu. Okay, donc même si f n'est pas de classe C1. Okay. Donc c'est ce qu'on va faire, mais il faut être un petit peu plus exigeant que pour la construction de Riemann. Donc on a une construction, on va avoir un cours sur l'intégrale qui va être un petit peu plus exigeant que celui qu'on voit ailleurs. En particulier, pour être plus exigeant, il va nécessiter un résultat un peu plus fort sur les subdivisions pointées. Alors ça, de fait, les subdivisions pointées, tout le monde les rencontre. Quand vous faites la construction de Riemann, vous avez besoin des subdivisions pointées, donc c'est pas un souci. Mais nous, on va demander un truc de plus, on va définir des subdivisions pointées adaptées à une jauge pour pouvoir réussir à faire ça. Okay. Et en fait, il nous faudra absolument que on puisse affirmer que pour toute jauge sur un segment, il existe des subdivisions pointées adaptées à cette jauge. D'accord? Donc ça, c'est le M de Cousin. Donc on a besoin du M de Cousin pour faire cette construction-là. C'est pour ça qu'on l'a vu en début d'année. Ok, mais c'est... voilà, on en parlera un petit peu, mais très vite. Ok? Alors, construction. Alors, comment est-ce qu'on peut construire une intégrale? Alors, en fait, vous avez deux soucis, enfin, vous avez deux approches sur la question de l'intégrale. Voilà, pour ça, le premier problème, j'en ai déjà traité. Deuxième problème, c'est celui-ci. Vous avez deux façons de voir la question de l'intégrale, en fait. Vous avez la façon qu'on a vu en début d'année, qui est relativement pratique, qui est de dire une fonction intégrale. En fait, c'est plutôt celui qu'on va dire le problème de la primitisation, c'est-à-dire étant donné une fonction, est-ce qu'il existe une primitive? Et là, c'est pas tout à fait la même question de l'intégrale, même si c'est très proche. C'est est-ce que, étant donné une fonction, je peux trouver une fonction dont la dérivée revient à la première fonction du départ? Okay.
Donc c'est le problème inverse de la dérivation, on pourrait appeler ça. D'accord? Mais c'est pas le problème de l'intégrale. Le problème de l'intégrale, lui, c'est le problème de l'air sous la courbe. A priori, il n'y a aucune raison de penser que le problème de l'air sous la courbe, c'est le même que le problème inverse de la dérivation. Et c'est le tour de force de Newton et de Leibniz d'avoir démontré que c'était le problème inverse. Ok? Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans l'histoire des mathématiques, ces deux problèmes existaient déjà, et en particulier le problème de l'air sous la courbe, même si courbe ça n'existait pas vraiment. Le problème de l'air sous quelque chose est beaucoup plus vieux que le problème de la dérivée, puisque déjà Archimède s'était posé pas mal de questions sur cette question-là. Pas mal de questions sur ce problème-là. Fermat aussi avait donné des trucs assez intéressants sur et aussi sur la dérivée d'ailleurs. Fermat, je ne sais pas comment c'est qu'il a pas vu le théorème de Newton et Leibniz. Mais en tout cas, vous avez un problème qui est de dire je cherche à calculer l'air sous la courbe de manière générale. Okay, et on arrivera à faire l'unification avec le problème de la primitive, comme en début d'année, pendant le cours, mais l'idée c'est de partir de l'air sous la courbe. Alors l'air sous la courbe, en règle générale, les élèves ils ont déjà un peu réfléchi au lycée, plus ou moins. Je ne sais pas trop, on va dire. Vous avez déjà fait un peu des trucs comme ça. Et puis en informatique, on a fait des méthodes de rectangle et compagnie. Enfin, on a fait. Donc voilà, donc il y a déjà un petit peu de travail de cette histoire de l'air sous la courbe. Donc, cette histoire de méthode des rectangles, c'est une méthode qu'on va avoir en arrière-pensée dans notre construction, même si ce qu'on va faire sera un tout petit peu plus exigeant que la méthode des rectangles là aussi, okay, pour que ce soit plus souple. Mais bon, c'est une structure qu'on a bien en tête. Alors grâce à ça, on va essayer de définir quelles sont les fonctions qui sont intégrales. Alors en fait, on n'arrive pas à avoir... Enfin, la seule chose qu'on va dire, c'est que l'ensemble des fonctions intégrables, c'est l'ensemble des fonctions intégrables. On n'arrivera pas à le décrire autrement, quand l'appelant comme ça, on n'arrivera pas à le décrire avec des ensembles qu'on connaît déjà. D'accord? C'est parce qu'il est plus gros que des ensembles dérivables, des trucs comme ça. On dira, les intégrables, c'est les intégrables. C'est ceux qui admettent l'existence d'une jauge, telle que pour toute subdivision pointée delta fine, pour tout épisode positif, je vais le dire avant. La somme de Riemann, moins un certain nombre, est plus petit que epsilon. Et ce certain nombre serait l'intégrale. Ok. Ensuite, une question qu'on va se poser à la fin, c'est... je ne sais pas trop... normalement, on devait le faire le vendredi du DS, donc je ne sais pas trop si on le fera ou pas. Peut-être que je passerai vite. C'est sur quel type d'intervalle définir les intégrales. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sans trop se poser de questions, définir ça sur des fermés. Et en fait, au dernier point 6 là, de ce chapitre-là, on va réfléchir à la question, est-ce qu'on peut étendre cette définition sur des ouverts, c'est-à-dire des endroits où on a des problèmes au bout? Oui. C'est juste que dans l'ATS, il y avait un truc sur un intégrale où on avait juste le droit de la définir sur un intervalle ouvert. Juste le droit de la définir sur un ouvert? On avait le droit de la définir sur un intervalle ouvert. Je sais pas si vous vous rappelez, mais... Je sais pas, si j'avais admis... Oui, peut-être que j'avais admis en disant on passe à la limite de la primitive, un truc comme ça. Ah non, même pas. Ah non, même pas? Ouais. C'est bon. Bon, ça devait être bien quand même, non? C'était justement pour la convergence presque sûre? Oui. Mais les fonctions, elles n'étaient pas super compactes? Je sais plus. Bon, un peu plus. Bon, en tout cas, ça peut créer un problème. Donc, si c'est mal fait, voilà, je ne sais pas, il faudrait relire ce que j'avais écrit. Mais enfin, bon, comme je l'avais en tête, après, je pense que je ne vais pas souvenir que ce soit mal fait, mais peut-être que si. Alors, en réalité, donc c'est pour ça qu'on peut ne pas le faire, on pourra, enfin, je vais voir le timing qu'on aura, peut-être qu'on ne fera pas la dernière partie de ce chapitre. Pour une raison simple, c'est que c'est vraiment pas au programme de première année. En fait, au programme de deuxième année, on a quand même des intégrales sur les segments, sur les intervalles ouverts, mais ce qui est fait en deuxième année s'appuie sur l'intégrale de Riemann. Alors ce que j'aime bien faire, c'est vous dire comment est-ce qu'on pourrait faire en deuxième année si on continue avec Course-Wallenstock sur les intervalles ouverts. C'est pour ça qu'il y a ce petit bout de chapitre-là. Ok? Au pire, vous le direz par vous-même pendant les vacances, ou l'année prochaine. Ok? Alors pourquoi intégrale? Qu'est-ce que ça veut dire intégrale? Intégrale dérive du mot latin entier, du nombre entier, hein, mais aussi on prend les choses dans leur entièreté, comme on dit. Là. Donc c'est pas seulement le nombre entier, c'est aussi voilà, quelque chose qui est considéré entièrement. Voilà, la dérivation regarde très localement l'évolution d'une variable en rapport d'une autre. Le principe de dérivation, c'est très bien dit en physique, moins bien en maths, c'est dy sur dx. Je regarde la variation de y sur la variation de x localement. Donc c'est surtout pas, la dérivation, c'est surtout pas quelque chose d'intégral.
au sens où c'est très très local, et d'ailleurs, on ne peut rien dire, connaître la dérivation ne nous dit rien sur ce qui se passe intégralement en fait. En revanche, l'intégrale fait vraiment l'opération inverse, c'est-à-dire connaître l'intégrale, c'est vraiment savoir ce qui se passe partout. Ok ? L'intégration regarde totalement, globalement, une variable en fonction d'une autre. Un des problèmes des DL, des développements limités, est que l'égalité écrite, qui est réelle, hein, n'est vraie que localement, voire en limite. L'intégration doit permettre d'obtenir un résultat global. Nous en servirons souvent et simplement par un encadrement moyen. Alors en point 5, on voit entre autres ce qu'on appelle les formules de Taylor. Là. Et les formules de Taylor, c'est elles qui sont à la base de... Donc vous prenez des fonctions, puis vous dites, une fonction, elle s'approche polynomialement par le polynôme de Taylor d'interpolation. Pas d'interpolation, le polynôme de Taylor. Et en fait, cette idée-là, c'est celle qui vous permet de créer les développements limités. Mais en fait, ce que vous allez obtenir, c'est des petits taux, si vous y prenez mal. Comme Taylor. Enfin, en tout cas, comme à l'époque de Taylor. Et en fait, il faut attendre un siècle et demi plus tard, par exemple Lagrange, pour avoir une formule vraiment explicite avec une vraie égalité qui prend les choses intégralement. D'accord ? Pas uniquement au voisinage d'un point, mais intégralement. Et à ce moment-là, on est obligé de faire, là où il y avait un petit taux, de rajouter ce qu'on appelle un reste intégral. C'est-à-dire reste, évidemment, qui fait la différence entre votre fonction et votre développement limité. Mais ce reste, il s'écrit sous la forme d'une intégrale, en fait. Okay, donc reste intégral, parce que c'est reste sous forme intégrale, mais ceci reste intégral au sens où c'est un résultat qui est global et pas uniquement local. Donc il faut bien avoir ça en tête, parce que ça veut dire que si en maths, vous cherchez un moment un résultat qui est global, laissez tomber les développements limités, ça ne servira à rien. Ça ne marchera jamais. C'est que local. Okay, mais par contre, avec une formule intégrale, vous pouvez y arriver. Ok, donc voilà nos 5 problèmes. Alors ce cours est... il n'y a qu'une page, par exemple, ça on peut voir, on peut mesurer les choses comme ça, il n'y a qu'une page d'exercice recto verso. Alors que depuis quelque temps, les exercices c'était plutôt sur 2 pages. Bah, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait c'est vraiment un cours très théorique, avec assez peu de mise en pratique, en particulier de toute la construction Kurzweil-Stock. Ok, donc on va faire une théorie. Il y aura assez peu je vais essayer de vous mettre localement des petits exercices, mais finalement il n'y a pas énormément de savoir-faire à dégager. Ok, donc si vous voulez, en première lecture, si ça vous coûte beaucoup, vous pouvez passer un petit peu au-dessus. Ok, je le dis franchement. Mais au contraire, si vous aimez bien les choses un peu théoriques, des choses qui vont un peu dans le dur, les choses pour lesquelles on va réfléchir, etc., c'est un très bon exercice. Ok, mais en fait, ce qui va tomber, je ne sais pas trop ce qui va se passer en colle dans 10 jours, mais peut-être que vous allez avoir surtout des calculs de primitives. D'accord? Ce qui va nous occuper 2 secondes tout à l'heure et qui en fait occupait beaucoup le programme en début d'année. Alors que nous, on va construire avec des subdivisions pointées, des trucs hyper subtils, des forçages. Ça, vous n'allez pas avoir en colle, par exemple. Vous avez, le temps va pas être tout à fait... Le temps qu'on va passer ensemble, il y aura 5% du temps qu'on aura passé qui correspondra à des exercices que vous aurez en colle. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et 95%, ça veut dire que c'est très théorique. Bon, on s'accroche. Hein. Ok? Alors d'abord, construire l'intégrale, préalable. Donc avant de rentrer dans la construction, je voulais vous raconter pas mal de trucs. Première chose, c'est que ce chapitre en fait fait suite, mais en réalité, il y a quelques années, il était avant, le chapitre 5, je ne sais pas comment il s'appelait, sur les calculs de primitives. D'accord? On disait, mais pour faire le calcul, il fallait justifier que c'était possible. Donc maintenant, on admet que c'est possible, on fait des calculs, et après on va démontrer plus tard que c'est possible. Mais donc, ce que je ferai quand je vous donnerai le programme de code 27, je ne sais pas quand, je mettrai au programme ce chapitre-là et le chapitre 5 de calcul de primitives. Ok? Et fondamentalement, vous aurez du calcul de primitives. Donc, en fait, ah oui, alors je voulais dire un autre truc. Pour répondre à la question de quelles sont les fonctions intégrales, en fait, il y a 2 options. Il y a celle qui dit une réponse pratique, qui fait le lien avec la primitive, qui donne la valeur de l'intégrale, et puis il y a une réponse théorique qui permet de montrer que certains résultats existent, etc., mais qui, concrètement ou pratiquement, ne sont pas très faciles à exploiter. Ok? Donc, nous, on fait ça maintenant. Alors, rappel, pour calculer la primitive, pour calculer l'intégrale de a à b de f, si on se connaît, on sait que f est la dérivée d'une fonction grand F, alors l'intégrale de a à b de f, c'est en fait f de b moins f de a, et ça donne un tableau à prendre. D'accord? On ne l'a pas démontré, on va essayer de démontrer ce résultat-là
Par la suite, enfin, on l'a démontré plus ou moins, enfin, d'une façon un peu heuristique. Mais on va le faire proprement. Enfin, je sais pas quand, mercredi ou la semaine d'après. Un tableau à prendre. Deuxième méthode, les fractions rationnelles. Comment on étudie les fractions rationnelles? Donc, alors, si f est un polynôme, c'est facile, ça s'intègre. Si f est une fraction, on la décompose en éléments simples, donc on commence par, vous vous rappelez, des décompositions d'éléments simples, donc typiquement, vous allez avoir peut-être des décompositions d'éléments simples à faire. Vous avez une fraction, vous faites d'abord la division euclidienne, vous avez une première partie qui est un polynôme, donc ça s'intègre. Une deuxième partie, en fait, vous allez avoir des dénominateurs qui vont être de la forme soit a sur t moins r, enfin, c'est-à-dire une racine simple, enfin une racine à la puissance qui peut aller de 1 à k, voilà, donc quand k vaut 1, la primitive, c'est logarithme, quand k est plus grand que 2, la primitive, c'est une fraction rationnelle, d'accord, à connaître, ou bien vous allez avoir quelque chose qui va être de cette forme-là, avec un polynomicide de degré 2, mais qui n'admet pas de racine, dont le discriminant est négatif, d'accord. Donc il faut chercher une primitive de ça. Alors c'est facile ici, 2t plus b, on voit, c'est la dérivée ici. Donc on a ici u' sur u puissance k, donc la dérivée c'est soit moins 1 sur k moins 1, u puissance k moins 1 lorsque k est plus grand que 2, pareil, soit log de u si k égale 1. Ok. Alors en fait, on peut pas, vous vous rappelez, l'histoire c'est qu'on obtient toujours un polynomicide de degré strictement plus petit que celui-là, donc ici degré 2, donc 1. Alors on peut avoir au pire une constante, surtout on peut avoir un bricolage entre les deux. Hein. Donc comment est-ce qu'on intègre ce truc-là? Pour terminer, on fait un changement de variable, on commence la forme canonique, d'accord? Donc on a t plus b au carré plus un certain truc. Là, ce truc-là, il est forcément positif, sinon le discriminant serait négatif, il y aurait eu des racines, donc on a un truc qui est positif. Et là, alors, quand k est égal à 1, c'est arctangente, bien connu. Quand k n'est pas égal à 1, c'est un tout petit peu plus subtil, alors en fait, on fait le changement de variable, tangente θ, celui d'arctangente, égale 2 sur racine de 4c moins b carré t plus b sur 2. Et on promet que ça se simplifie bien avec des cosinus, etc. C'est un savoir-faire, un savoir-faire. Ok, donc c'est. Alors vous n'apprenez pas un truc comme ça, mais par contre, vous devez savoir que quand on a des fractions, vers quoi vous devez aller, vous ne devez pas vous arrêter en fait. Ok, mais là, vous remplacez ABCD, tout ça par des nombres, et vous dire, tiens, quand j'ai ça, c'est ça que je dois faire, quand j'ai ça, c'est ça que je dois faire. Ok. On l'a vu déjà celui-là, hein. C'est un copier-coller d'un savoir-faire qu'on a vu, on a fait fraction rationnelle. Troisième savoir-faire, c'est l'intégration par partie. Donc là, a priori, vous maîtrisez. Donc, si f s'écrit comme... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis f, là c'est fg. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez. Si la fonction qu'on intègre, on appelle ça un intégrant, la fonction qu'on intègre, s'écrit f fois g, alors vous pouvez l'écrire, enfin f fois g prime. Non, qu'est-ce que j'ai mis là? Non, f fois g, il manque un g. Ça peut s'écrire primitive de fg moins primitive de fg. Là, c'est un g là. Mais c'est quoi ce truc? Vous avez les mêmes fautes? Je n'ai jamais vraiment relu mon truc. Alors, G. Ok, moins f de g'. Ok, évidemment, ça n'a d'intérêt que si f g', quand f g' est plus simple à calculer. Alors, en général, quand on a un produit, c'est ça qu'on utilise. Quand on a une somme, on utilise la linéarité. Quand on a un produit, ça. Et quand on a une composée, on utilise le changement de variable. Quatrième savoir-faire. Donc, l'intégrale de la b de t dt. Bon, bah, si en fait. On peut faire le changement de variable t égale phi de u. Donc t va être égal à phi de u. Donc on va avoir dt qui va être égal à phi prime de u du. Il faut changer les bornes. Ou bien vous vous rappelez, il y avait cette histoire de. Parfois le phi prime apparaît ici, là. Donc, enfin, le phi prime moins 1 apparaît d'un côté. Ok, mais pas de l'autre. Des fois les changements sont un petit peu plus compliqués. Enfin, la pratique est un petit peu plus compliquée que cette théorie-là. Ok. Voilà, donc ça c'est les 4 savoir-faire. Et une petite application du dernier savoir-faire, ce qu'on appelle les règles de Bioch. Alors les règles de Bioch, on n'en a pas parlé encore maintenant. Donc parfois en fait vous avez des intégrales de fonctions trigonométriques qui apparaissent. Et vous aimeriez bien faire un changement de variable qui simplifie les calculs. Ok? Alors la règle de Bioch dit la chose suivante. Si vous avez une transformation de votre fonction et de dt, oui? C'est une fonction de classe C1 bijective. C'est une fonction de classe C1 bijective. D'accord? C'est le terme employé en deuxième année, donc l'année prochaine vous direz c'est un difféomorphisme. Mais pour l'instant, on peut garder une fonction bijective de classe C1. Okay? En fait, sauf que difféomorphisme, en réalité, difféomorphisme, ça veut dire dérivable
bijective et on rajoute en général jusqu'à où il est dérivable. Donc on parle de CK difféomorphisme, mais sachant que c'est au moins dérivable, voilà, on précise jusqu'où on peut aller. Donc si vous faites, par exemple, vous testez la parité, c'est-à-dire vous remplacez θ en moins θ dans f, mais aussi dans dθ, hein, d'accord? Et si c'est invariant, okay, c'est-à-dire que l'intégrand est le même, alors ça veut dire que votre fonction, en réalité, elle est paire, enfin, et donc ça vous aurait un intérêt à le remplacer par t égale cos θ, qui est paire. D'accord? Et en fait, on regarde les transformations qui sont conservées par sinus et cosinus. Pi moins θ, vous savez que le sinus de pi moins θ, c'est égal au sinus de θ. Donc si votre transformation de pi moins θ laisse invariant l'intégrant aussi au niveau du dt, hein, à ce moment-là, vous avez intérêt à remplacer sinus θ par t, et si θ plus pi laisse invariant le calcul, vous avez intérêt à remplacer par tangente. Okay, et si aucun des trois ne marche, vous faites la formule de l'angle moitié avec tangente θ sur. Ok, c'est la règle de Bioch, c'est une règle. Vous l'avez pas? Ah, pardon. Bah, 0 copié. Alors attendez, je pense que je peux faire l'exercice en dessous. Voilà. Donc exemple, on cherche une primitive. Donc on cherche une primitive de sinus cube de x sur 1 plus cos carré x. Donc je cherche une primitive. Donc je vais vous faire grand x. De sinus cube de x sur 1 plus cos carré x dx. Ok, donc si je fais mon changement de variable moins x, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc si je fais sinus cube de moins x sur 1 plus cos carré de moins x d de moins x, qu'est-ce que j'obtiens? Alors sinus cube de moins x, ça fait moins sinus cube de x. 1 plus cos carré de moins x, 1 plus cos carré x, et d de moins x, moins dx. Et donc, bah, ça donne exactement la fonction que je cherche. Donc cet exemple est complètement nul. Enfin, il est trivial. Donc en fait, ici, vous avez un invariant, donc vous allez poser t, par exemple, égale cos x dans votre intégrale. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer en termes de calcul? Alors, si x, t, ma bande va être égale à cosinus de grand x. D'accord? Alors, en fait, 1 plus cos carré t, bah, lui c'est facile, ça fait 1 plus t carré. Ok? Et maintenant, j'aimerais bien utiliser le reste. Alors, comment je vais gérer cette sinus? Alors, le sinus, on sait que c'est en rapport avec cosinus, mais pourtant c'est l'histoire de moins. Mais c'est parce qu'il y a le moins de dx. Donc, dt, en fait, ici, il vaut quoi? Moins sinus x dx. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sinus x qui est là, avec le dx, ça va me faire un moins dt. Et il me reste un sinus carré qui va se transformer en 1 moins cos carré, c'est-à-dire 1 moins t carré. Et en fait, je me retrouve en présence du calcul de la fraction rationnelle 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Ok, alors celle-ci elle est facile à calculer. Je fais intégrale jusqu'à cos de grand x. Donc j'ai deux polynômes de degré 2, je fais la division euclidienne. Donc t carré sur 1 plus t carré, donc ça fait moins 1 plus 1 plus t carré. Alors quand on met moins 1 plus 1 plus t carré au même dénominateur, on va obtenir moins t carré moins 1. J'aimerais en avoir, donc ici j'ai un facteur 2 dt. Ok. Primitif de moins 1 c'est t, donc ça va me faire donner cos de grand x, plus, moins cos de grand x, pardon, plus, alors 2 fois arc tangente de cos de grand x. Ok? Ça, je vais pas tromper. T moins 2 arc tangente t plus là, j'ai pas fait le changement de variable. Moins cos x. Là, j'ai un moins là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, parce qu'il y a un moins là. Ok. Ah oui, il est là. Comme ça.
Non, c'est bon, c'était 1 plus t carré. Donc là, j'ai un moins. Donc vous avez t carré moins 1. Voilà, donc c'est bon. Donc là, j'ai un moins. Et là, j'ai un moins. C'est bon? Ok? S'il n'y avait pas eu de cube ici, par exemple, s'il n'y avait pas eu de cube ici, là, il y aurait eu un carré là, il n'y aurait pas eu ce point là, et on aurait eu un problème. Donc il n'aurait pas fallu changer par cosinus. Ok? Alors en changeant par exemple, pi moins θ, donc ici je fais p, donc je vais avoir pi moins x, donc le sinus ça ne change rien. Le cosinus, quand on fait pi moins x, on obtient moins cosinus. Donc on va avoir moins cosinus, il va être au carré, il ne va pas bouger. Et ici, le dx va donner un moins, parce que c'est pi moins θ, donc pi moins x, donc je vais avoir encore un moins qui va sortir, donc je vais avoir un seul moins qui va sortir, c'est nul. Et donc maintenant, si je continue avec sinus carré sur 1 plus cos carré dx, avec le changement pi plus θ, donc sinus va donner moins sinus, au carré ça ne bouge pas, cosinus va donner moins cosinus, au carré ça ne bouge pas, et le dθ va donner dx, ça ne va pas bouger parce que j'ai additionné plus, donc ça va être invariant. Donc si je devais calculer une primitive de sinus carré x sur 1 plus cos carré x, j'aurais intérêt à faire le changement de variable, θ, enfin u, égale tangente de x. D'accord? D'après la règle de Bioch. Ok? Alors, on peut vérifier ça. Alors, du, qu'est-ce que ça vaut du? Un plus tangente carré de x dx. C'est pas la meilleure méthode. Si on en a un autre, c'est pas mal. 1 sur cos carré x dx. Alors, est-ce que, une fois qu'on a vu ça, on peut s'en sortir? On pourrait dire, tiens, donc ça veut dire que dx, ça vaut cos carré de u du. Donc, peut-être qu'il faudrait faire apparaître un cos carré. On va avoir un... non, il faudrait factoriser par cos carré ici, donc on y va. Donc, c'est l'intégrale de x de sinus carré x dx sur cos carré x et facteur de, par exemple, je sais pas quoi, 1, alors est-ce que c'est mieux sur 1 sur cos carré x? Allez hop, on va comme ça. D'accord? Donc là, on va obtenir donc tangente de grand x, on va obtenir du. Alors maintenant, il faudrait transformer ça avec des tangentes. Alors, est-ce qu'on peut transformer ça avec des tangentes? Alors, sinus carré x, donc il y a une transformation qui est simple, c'est sinus carré x, c'est en fait tangente x fois cosinus carré x. Tangente carré x fois cosinus carré x. Ça marche? Ok. Et cosinus carré x, en fait, c'est 1 sur 1 plus tangente carré x. Voilà. Donc, toutes ces sinus carrés et ces cosinus carrés, on peut les transformer juste en tangente. Donc, sinus carré, il est là, donc ça fait tangente carré x. Tangente carré u, pardon. Ah non. Ça fait tangente carré x, donc c'est-à-dire... Donc, on va le transformer là. Donc, ça fait u carré sur 1 plus u carré. Et l'autre, ça fait 1 sur 1 plus u carré. D'accord? Donc sinus carré x, il est là, donc ça fait u carré sur 1 plus u carré. Et l'autre, c'est 1 plus 1 sur cos x, donc 1 plus... donc 1 sur cos x, c'est égal à 1 plus u carré. D'accord? Si je ne me suis pas trompé. Ça fait primitive de tangente x, donc u carré sur ce machin-là, donc 1 plus u carré multiplié par 2 plus u carré. Donc si on peut décomposer ça en éléments simples, on va avoir un arc tangente et un arc tangente de racine de 2. Donc comme c'est du u carré, je peux faire comme si je faisais un changement de variable en donc 1 plus u carré, 2 plus u carré. Si je mets le même dénominateur, si je multiplie ici par moins 2, par moins 2 ici, là je vais obtenir 2 fois le truc, moins 2 fois le truc, ça va se simplifier.
Et donc, je vais avoir obtenir u carré x moins 2u carré x. Donc là, j'ai u carré moins 2u carré x. Donc ça va me donner moins u carré, donc j'aimerais bien voir plutôt comme ça. Ouf. Du. D'accord, donc j'ai moins 2 plus 2, ça fait 0. Moins u carré plus 2u carré, donc c'est u carré. Voilà. Et maintenant, je vais intégrer tout ça, donc ça fait tangente x moins arctangente de u. Pardon. Moins arctangente de u plus. Alors ici, j'ai mis 2 en facteur. 2. Alors ici, comment on gère, vous vous rappelez le truc? Sinon, vous ne vous rappelez rien. Alors, donc je mets 2 en facteur. Je simplifie par 2 de chaque côté. Donc ça va faire 1. Et j'ai 1 plus u sur racine de 2 au carré. D'accord? Donc ça fait arctangente de u sur racine de 2. A priori, quand je vais dériver ça, sauf que quand je vais dériver ça, je vais avoir un 1 sur racine de 2 qui va apparaître, que j'ai pas. Donc il faut que je multiplie par racine de 2. Ok, et le tout en tangente x. D'accord, donc ça me donne moins x plus racine de 2, arctangente de tangente x sur racine de 2. Si je ne me suis pas trompé. Ok? Voilà, donc ça, c'est des trucs... alors bien, je ne connaissais pas trop, mais c'est des trucs qu'on faisait en début d'année. Enfin, entre-temps, on a aussi appris la décomposition d'éléments simples. Okay, donc on refusionne quelques savoir-faire. Ça va? Alors, le principe de l'intégrale... Alors, je mets vue de loin. En terminale, l'intégrale est définie comme l'air sous la courbe. Alors, qu'est-ce que je peux effacer? Je ne sais pas trop. Je peux passer jusque-là, comme ça, sans... Ah non, j'ai pas filmé le calcul. Bon, alors. J'y ai pas pensé. Je prends la main. Alors, l'intégrale de A à B de f de u du, c'est l'air sous la courbe y égale f de x entre y égale 0, x égale a et x égale b. Et donc, si on vous fait tracer un truc comme ça, tac, tac, on fait comme si elle était complètement aléatoire, mais on la met toujours au-dessus de l'axe. Ouais. Et on fait ça. Allez, oh. Comment j'abstrais par 2 est-ce qu'on met ça 2 racines de 2 Là donc là, j'ai tout simplifié par 2. Donc 2, et là, j'obtiens u carré sur 2, c'est-à-dire u sur racine de 2 au carré. Donc 2 sur 2 plus u carré, c'est égal à 1 sur 1 plus u sur racine de 2 au carré. Donc là, il ne s'est rien passé. C'est bon? Okay. Donc, rappel de terminale. Donc je trace ce truc-là, et je dis que c'est l'air sous la courbe. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on vous a raconté sur l'air sous la courbe? Est-ce que vous vous rappelez un petit peu Oui. Très bien, donc très vite on vous a dit, en fait, quand la fonction elle devient négative, ça il faut le compter positivement et ça il faut le compter négativement. D'accord? Bon, c'est vrai. C'est bien? Ça c'est facile à dire de toute manière. Oui. Ok. Donc si on est dans l'autre sens, donc ça veut dire que si on le regarde par là, c'est de l'autre côté, c'est négatif. Donc vous avez une phase qui est positive et une phase qui est négative. Enfin, je ne pense pas que c'est comme ça que vous avez raconté, mais... Ok, mais c'est un peu cette idée-là. Ok, très bien. Donc toujours des histoires de signes, de conventions, ça c'est pas un problème. Mais sur la notion R, ça veut dire quoi l'air? Est-ce qu'on vous a fait l'entourloupe de jamais vous dire ce que c'est que l'air? Voilà, donc en règle générale, il y a une stratégie quand même. Il y a une stratégie, hein. On ne dit pas ce que c'est l'air, mais si jamais quelqu'un pose la question, la réponse c'est la surface.
Normalement, personne ne pose l'action, mais c'est quoi la surface? Si vous avez une solution, c'est dire c'est l'air. Ou des fois, on dit c'est l'air de la surface. C'est quoi l'air de quelque chose? C'est la dimension qu'elle prend dans l'espace. Alors l'air, c'est plutôt en dimension 2, donc dans l'espace de dimension 2. C'est une unité de dimension, c'est un calcul de dimension, ouais, de dimensionnement, on pourrait dire. Alors en fait, quand vous étiez plus petit, vous avez fait des trucs d'air. En fait, on vous a dit un jour, je sais pas, on vous a créé une forme comme ça, on vous a dit bah, pour calculer l'air, vous allez transformer ça comme ça en petit triangle. Bon. Je vois qu'on fait ça quand même à un moment. Voilà. Et puis, on sait calculer chacune des trois, toutes les aires de tous les triangles, c'est des formes de triangles, et on va additionner. Donc il y a cette histoire de propriété extensive, qui est de dire finalement, l'air mesure l'air, c'est une sorte de propriété d'extension, je ne sais pas comment on peut dire ça physiquement. Enfin, voilà. Et puis, donc notre base, ce serait l'aire du triangle. Bon, l'aire du triangle, c'est la base totale. Alors, à la limite, l'aire du triangle, c'est pas tout à fait la base. C'est bien pratique. Mais l'aire du triangle, en fait, si on se débrouille assez bien, ce qui n'est pas le cas ici, c'est l'aire de la moitié de l'aire d'un parallélogramme. Et l'aire d'un parallélogramme, si on se débrouille assez bien, c'est l'aire d'un rectangle. Et l'aire d'un rectangle, c'est, on construit assez bien, longueur, une des longueurs fois l'autre longueur. Et ça, on peut l'étendre par propriété extensive. On sent bien qu'en effet, si on agrandit, ça va, on additionne un verre, c'est bien la longueur. Voilà. C'est un peu flou quand même. Hein. Alors ce qui est terrible, c'est, enfin moi ce que je vois, à mon avis une des raisons pour laquelle c'est compliqué, après à l'enseignement, c'est que ce que je vois dans ce que vivent mes enfants, c'est que jamais on leur démontre les formules d'air. On leur dit c'est trop compliqué. On leur fait l'air du carré, bon, l'air du rectangle, alors on te démontre pas, bon à la limite c'est pas besoin de montrer. Mais on dit l'air du triangle, base fois hauteur divisé par 2, et quand on dit mais pourquoi, on vous dit ouh c'est trop compliqué. Alors je sais pas, vraiment, oui. Mais c'est de mesurer avec plein de petits carrés, donc c'est l'air de la... Mais même pas, enfin je veux dire il suffit de doubler le. Il suffit de dire celui-là et celui-là ont la même aire, celui-là et celui-là ont la même aire, et c'est le rectangle base fois hauteur. Enfin, c'est une histoire de 2 secondes, hein, ou 3. La seule aire qui est un peu compliquée, c'est l'aire du cercle. Ça, à la limite, je comprends qu'on ne la justifie pas. Il y en a qui ont une idée de justifier l'aire du cercle? Non? Oui? On essaie de trouver l'aire d'un polygone qui est bien délimité par un cercle et on passe à un... Ok, alors ça c'est la méthode d'Archimède, mais ça donne pas trop la... en fait, la seule chose qu'on va dire, c'est que... En fait, moi ce que j'ai envie de dire, c'est... Enfin, ce que je dis à mes enfants, en tout cas, c'est que l'aire du cercle, il est proportionnel au rayon carré, et j'appelle pi le coefficient de proportionnalité. Et en fait, c'est facile à comprendre que si on augmente la taille par 2, l'aire est multiplié par 4. De toute manière, le principe de l'aire, c'est de multiplier par le carré de l'agrandissement, en fait. J'appelle pi le coefficient de proportionnalité. Alors après, en fait, et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est fait dans l'histoire de maths. Ce qui est compliqué, c'est de montrer que ce pi qui est l'agrandissement du cercle, de l'aire du cercle, c'est aussi le même pi qu'on a lorsqu'on calcule le périmètre, et qu'on dit quand je multiplie par 2 mon diamètre, mon périmètre va être multiplié par 2, et j'appelle pi aussi le rapport des deux. Là, et dire mais pourquoi c'est le même rapport, ça c'est plus subtil quand même. Une autre version, c'est de prendre votre cercle comme ça, et vous faites un angle alpha là, vous coupez en... moche le cercle. Alors, vous couplez en alpha là, donc alpha égale je sais pas quoi, une mesure d'angle, et au lieu de les recoller à la base alpha, vous les faites comme ça. Là. Vous dites, voilà, je fais comme ça fait la base alpha. Et l'autre, d'après, alors attendez, on va faire un truc un peu plus joli, ça, voilà. Et l'autre d'après, au lieu de le mettre là, je le mets là. Et puis je continue. D'accord?
Je prends mon cercle, je le coupe en morceaux. En fait, pour faire des airs, il faudrait prendre des ciseaux, de fait. Et faire du tangram, en fait. Vous déplacez vos trucs, c'est que ça, manipuler. Ça va, vous avez compris ce que je faisais, là? Bon, j'exagère un petit peu, mais plus les angles sont là. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, qu'est-ce que je vais obtenir au bout du compte? Je vais obtenir un truc qui ressemble à ça, là, une sorte de bidule. Une sorte de rectangle, ouais, dont la base vaut R, et la longueur, là. Alors, en fait, c'est quoi? Bah, c'est celui-là, en effet. Pas celui-là, parce qu'il est parti là, mais celui-là. Donc, c'est le diamètre, on va dire, c'est le périmètre sur 2. D'accord? C'est le périmètre sur 2. Et donc, si vous avez mis un coefficient pi de proportionnalité pour le périmètre, par exemple, ou pour l'air, vous allez avoir l'autre. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais plus alpha est petit, plus cette approximation elle est juste. Et à la limite, quand alpha tend vers 0, on obtient le résultat attendu. Alors, périmètre, on a dit que c'était pi fois 2 pi r sur 2, donc ça fait pi r. Et donc j'obtiens comme r pi r carré. D'accord? Bon. Ça c'est plus subtil, je pense, pour des primaires. Enfin, pour les instituts de primaire, je veux dire. Mais, ça quand même. Non, mais ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on leur a dit qu'ils avaient peur des maths. Donc, ils ont peur des maths. Alain, tu veux dire un truc? Non, je voulais juste dire si on pouvait définir l'air comme une fonction telle que l'air d'un triangle soit un truc qu'on définirait bien. Oui. Et ça serait une fonction qu'on appliquerait sur un certain polygone ou la limite d'un ensemble de points pour un polygone et qui aurait certaines propriétés comme la somme des l'air d'une certaine règle, c'est la somme de 2 heures et l'air de K fois ou l'air d'un polygone qu'on a agrandi par un coefficient de K, c'est la K au carré fois l'air. Oui. Oui. Mais en fait, votre base en règle générale, c'est que vous avez défini un jour le centimètre carré. 1 centimètre carré égale en fait l'air du carré de longueur 1 cm. D'où 1 cm carré. Il faut mettre les mots dans un autre ordre. Et cette base-là, c'est la base derrière, quoi. Donc on essaye de placer. Et donc, par exemple, vous avez un grave problème. Vous avez un champ qui est comme ça. Et vous avez 3 enfants et vous le partagez en 3 de manière à ce que tout le monde soit content. Comment vous faites? Eh bien, il faut s'assurer que, pour pas que vos enfants se battent, que chacun récupère l'air sur 3. Donc vous êtes obligé de faire des petits bouts de rectangle, là, je sais pas quoi. D'accord, comme référence, et vous allez calculer l'air. Oui? Je remplis le champ d'eau, je mets toute l'eau dans le réservoir, je divise cette eau par 3, et puis j'essaye d'arranger une partition pour que ça fasse... Bon, alors il faut que le champ soit bien plat. C'est bien, ça veut dire qu'il y a un rapport aussi, c'est vrai, on n'y a pas pensé, il y a un rapport entre la surface, par exemple, et la quantité d'un liquide, ou la quantité de peinture que vous voulez faire pour peindre un mur. Voilà. Quelle est la définition de l'air du carré, du tableau? C'est ma quantité de peinture que je dois acheter. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, fois une constante multiplicative. Ok? Donc c'est cette histoire-là, en fait, de surface. Donc, mais c'est la surface. Okay, bon. Ben, c'est la même idée pour l'intégrale. Donc, je ne sais pas trop ce que je suis là. Pour calculer l'intégrale d'une fonction de l'air sous une courbe, eh ben, on va couper en morceaux. Donc, on aurait envie de faire des petits... Alors, des rectangles, des triangles, ben, c'est nul des triangles. En fait, et des carrés, c'est nul aussi, parce que pendant longtemps, les carrés, ça ne sert à rien. Donc, en fait, la seule chose qui va compter, c'est d'aller chercher des trucs, là, une base carrée, là. Les bases, elles vont être très simples. Et puis l'enjeu, ça va être d'aller chercher les trucs qui tiennent. Mais ça, bon, vous l'avez vu, plus ou moins en informatique, etc. Donc, notre construction à nous, ça va être de faire ça, en fait, pour calculer l'intégrale. C'est de calculer quelque chose qui représente l'air. Donc, représenter l'air, c'est quoi? Donc, je vous rappelle, garde un petit rectangle comme ça. C'est la base, voilà, longueur. Alors, ici, si on coupe, on va faire une subdivision de AB. Donc ici, par exemple, c'est monsieur xk, et là, c'est monsieur xk plus 1. Donc la longueur qui est entre les deux, ça va être xk plus 1 moins xk. Ok? Xk plus 1 moins xk, ça va être 100.
et je veux le multiplier par la hauteur, et cette hauteur, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut f de quelqu'un qui a été choisi là-dedans. Donc f de t, on va prendre, avec t appartenant à xk moins 1 xk. Et on va faire la somme. Voilà. D'accord? En faisant cette somme-là, je prends un b, je fais une subdivision pointée, donc je coupe en morceaux et je prends un point t, un point qui s'appelle t, entre xk plus 1 et xk, donc je vais appeler tk plus exactement, ok? Et je fais le calcul somme de xk plus 1 moins xk fois f de tk, tac, et j'obtiens quelque chose qui va ressembler à l'aire que je vise. Sauf que ce quelque chose, il va avoir des degrés de liberté par rapport au choix de la subdivision, par rapport au choix des tk dans ma subdivision. Ok? Et donc évidemment, par exemple, si vous prenez une fonction comme ça, vous dites tiens, je vais chercher l'aire sous la courbe de celle-là. Donc je prends une subdivision qui est directement x0, x1, d'accord? Et vous prenez t là. Ben, votre calcul va vous donner ça. Moyen. Mais si vous prenez t qui est là, votre calcul il va vous donner ça, c'est encore pire. D'accord? Donc on voit en fait que les subdivisions vont être très mal choisies. Donc tout le cours va consister à dire, en fait, à chaque fonction, on va commencer par se fixer une qualité d'approximation epsilon. Toujours, on va toujours prendre ça. À chaque fonction, on va pouvoir créer, donc on a une fonction f, on va lui associer une jauge. D'accord? Cette jauge, elle aura pour particularité que dès que je prendrai une subdivision pointée delta fine associée à cette jauge delta qui est associée à cette fonction f, le calcul de la somme ici sera toujours le même à epsilon près. D'accord? Ce sera toujours le même à epsilon près. Donc, ça ne dépendra pas des xk et des tk. Ce qui compte, c'est qu'en fait, ces xk et tk vérifient que la jauge est adaptée à delta. Okay? Et ce nombre que j'obtiens à epsilon près, ça sera mon candidat pour être la valeur de l'intégrale. Et on va démontrer que toute fonction intégrable, c'est comme ça. Ok? Vous pouvez répéter ce que vous avez dit à partir de epsilon? Bon, attends, je vais mettre marche arrière. On se donne une fonction f. On va se donner un epsilon. Et en fait, l'idée, ça va être de faire cette somme-là. xk plus 1 moins xk. xk plus 1 moins xk. Facteur de f de tk. Et en fait, ce truc-là dépend, donc on va l'appeler je sais pas quoi, peu importe, ce truc-là, il dépend de f évidemment, mais il dépend de la subdivision delta, sigma. Ok? Ce que je voudrais, c'est que ce nombre-là, qui dépend de sigma, eh bien, il soit relativement stable. Et donc ce que je voudrais, c'est qu'en fait, malgré toute liberté que je prends sur sigma, j'obtiens toujours le même nombre. Pour ça, en fait, il va falloir que je donne une condition à sigma, qui va être une condition sur des subdivisions pointées, et les conditions sur les subdivisions pointées, c'est typiquement les propriétés de delta finesse. Donc delta finesse, vous vous rappelez, ça voulait dire qu'il fallait que xk moins 1, xk moins 1, xk plus 1, pardon, soit un segment qui soit inclus dans tk moins delta tk sur 2. Si vous vous souvenez, on va revoir tk plus delta tk sur 2. D'accord, c'est ça l'exigence de la delta finesse d'une subdivision pointée. Et en fait, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une fonction f quelconque, un epsilon quelconque. À f, on va associer, on va montrer qu'il existe une certaine jauge, telle que quelle que soit la subdivision pointée delta fine, ce calcul-là donne toujours le même nombre. Et ce nombre, on va l'appeler l'intégrale. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir quelque chose qui va être très proche de votre fonction, à epsilon près, donc vous allez avoir, vous débarrassez, ici vous avez un résultat qui sera proche de l'aire à epsilon près, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment pas ce qu'on avait écrit ici. Là, il y a une grosse différence, il y a plus qu'epsilon. Donc là, en fait, si je calcule l'aire de celle-ci, on va avoir un truc qui va vous dire, oulala, la pente est très forte ici, donc il faudra prendre une subdivision qui est très serrée ici. D'accord? Et puis après, vous pouvez un peu relâcher la qualité de votre subdivision, parce que finalement, il ne se passe pas grand-chose si vous prenez un peu par là, ou un peu par là, ou un peu au milieu. Votre bout de fonction est relativement plate. Et à nouveau, il faudra resserrer la subdivision. Alors ça, jamais on vous dira delta dit ça. Mais de fait, c'est ça qui se passe. Ok? Donc delta va dire, bon, il faut absolument que, pour des valeurs de t, ici, là, on voit ce truc-là, pour serrer, il faut que delta de t soit petit. Donc je vais avoir une fonction delta qui voudrait dire, je suis très petit ici, puis après je peux être un peu grand, et à nouveau je suis très serré. D'accord? Ça c'est 0.
Vous savez qu'une jauge, c'est toujours strictement positif. Ok? Et là, en fait, quelle que soit la subdivision qu'on va prendre, qui sera delta fine, ici, et bien quand je vais faire le calcul de la somme de Riemann, c'est-à-dire ce calcul-là, avec cette subdivision-là, et donc la fonction f qui est tracée, là, la rouge, qui n'est pas en rouge encore, mais qui sera bientôt en rouge, on sera en orange. Ok? Eh bien, le calcul de cette histoire de calcul d'air sous la courbe, enfin l'approximation, elle donnera toujours un même résultat epsilon près. Ok? Voilà. Ça va? Donc ça, c'est le principe. Alors en fait, ce qu'on va commencer par faire, c'est étudier les fonctions en escalier. C'est pas la bonne page. Donc les fonctions en escalier, c'est des fonctions ou étagées, parce que celles-ci, elles sont faciles. Calculer l'air sous des courbes de fonctions comme ça, c'est super simple. Enfin, ça paraît hyper naturel. Il y a déjà des rectangles. Donc on fait l'air des rectangles. Ok, alors ces fonctions en escalier, en fait, c'est les fonctions qui sont à la base de tous les intégrales, de toutes les courses d'intégrales. Que vous faites l'intégrale de Riemann, de Korsakoff ou de Lebesgue, c'est toujours ça qui est à la base. Parce que c'est une fonction, c'est à partir de celle-ci qu'on construit des trucs, parce que c'est des fonctions simples. De fait, là, vous avez vu, j'ai fait une fonction, j'ai tracé une fonction, mais en fait, après, j'ai dit, j'ai tracé la fonction, puis j'ai dit, on va faire des petits rectangles. En réalité, on peut penser à l'inverse, c'est-à-dire, si je trace la fonction qui est celle qui correspond au petit rectangle, j'ai exactement l'égalité de l'intégrale des petits rectangles avec cette fonction-là. Okay, donc je passe avec, je réfléchis dans les fonctions d'escalier. Dans la construction de Lebesgue, ça s'appelle des fonctions étagées. Il y a une différence fondamentale, enfin je vous la donnerai tout à l'heure, entre Lebesgue et Riemann. Alors, les fonctions d'escalier sont celles pour lesquelles le calcul de l'air sous la courbe est la plus simple, et il s'agit des fonctions constantes sur des intervalles. Nous sommes donc obligés de commencer par définir ou reprendre la notion de subdivision d'un segment d'intervalle. Nous avons défini pour ça le plus simple, donc ça on reviendra là-dessus. Les commentaires qui sont pour le moins un peu rapides, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est quoi ces commentaires? Alors, on y va. Première chose, c'est le principe de la construction de Riemann. Premièrement. Riemann, en fait, il ne savait pas que le lemme de cousin était vrai, c'est-à-dire il ne savait pas que, étant donné une fonction, étant donné une jauge, quelconque, il existera toujours au moins une subdivision delta fine. Il ne savait pas ça. Enfin, de toute manière, il n'y avait pas pensé. Mais c'est un problème, parce qu'en fait, on pourrait avoir imaginé un truc comme ça, et puis dire, et maintenant, pour cette jauge, en fait, ça marche bien, en fait, il n'existe aucune subdivision delta fine, et donc le résultat est vide, et donc vide, c'est toujours un succès. Donc on a trouvé un truc, sauf qu'en fait, il n'y a aucune subdivision delta fine. Il faut au moins qu'il y en ait une, qu'on puisse attraper un résultat, qui serait une valeur approchée de l'intégrale. Ok, donc, en fait, comme il ne savait pas ça, en fait, il va fixer delta, ici qui s'appelle eta, comme une constante. Donc la construction de Riemann, elle ne dit pas je vais prendre une fonction delta qui va s'adapter à la fonction afin d'avoir une subdivision qui s'adapte. Elle va dire je prends des fonctions maître intégrales s'il existe une constante qui va bien. Alors, ce qu'on va voir, c'est que quand il existe une fonction qui va bien, c'est-à-dire la fonction Riemann intégrale, alors on peut prendre la jauge constante, et donc ça marchera pour Kurzweil-Stock. Donc autrement dit, toutes celles qui sont Riemann intégrales sont des cas particuliers de Kurzweil-Stock intégrale. Mais nous, on peut en aller chercher d'autres. Alors lui, ça marche aussi pour cette fonction-là, parce que si le pas le plus petit, il est là, hein, donc si on fait comme Riemann, c'est-à-dire on prend des jauges constantes, et bien regardez, je vais rajouter plein de points là, d'accord, parce que je ne peux pas faire, je n'ai pas le droit d'accélérer, vu que tout doit être uniforme. Et en faisant le calcul avec ces petits points-là, je vais trouver une approximation qui va être satisfaisante. Sauf que c'est nul, parce que pendant longtemps, on va additionner toujours les mêmes rectangles, grosso modo. On aurait pu gagner du temps en mettant tout ensemble. C'est ce que dit Kurzweil-Stock. Bon, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Le principe, c'est le suivant. On considère une fonction continue sur AB, on donne une approximation epsilon. Comme elle est continue, elle est uniformément continue grâce au théorème de Heine. Donc, ça veut dire que je peux fixer une distance telle que, en fait, je contrôle la différence entre x et x'. Ok, je la vise par epsilon sur b-a. Ensuite, je coupe a moins b en morceaux qui sont de taille plus petit que eta. D'accord, toc, toc, toc. Et je sais en fait que sur ces morceaux-là, je prends un ti quelconque dans la xi moins 1 xi, peu importe, c'est tout pareil. Après, c'est tout pareil. Hein. Et en fait, je sais que le calcul qui va être fait là, quand je vais remplacer les... Comme les f sont tous plus petits que epsilon sur b-1, je vais avoir une majoration là, de la différence entre les deux, qui va être plus petit que b-a fois epsilon sur b-a, c'est-à-dire plus epsilon. D'accord, bon, on verra ça si vous voulez.
Donc, en fait, ça marche bien, mais l'idée, c'est qu'on a tout de suite coupé en petits morceaux dès le début, et ces morceaux sont les mêmes de manière uniforme. Ok. Alors, un problème, par exemple, pour cette intégrale de Riemann, on va en donner deux. Le premier problème, c'est que des fonctions un peu bizarres, alors, évidemment, on ne les rencontre pas toujours dans la vie, hein, rarement en physique, des fonctions de type pathologique, c'est-à-dire par exemple la fonction de Dirichlet qui vaut 1 lorsque t est une fraction et 0 lorsque t est un nombre réel qui n'est pas une fraction, eh bien cette fonction-là ne va pas être Riemann intégrable parce qu'en fait, vous allez chercher à couper en morceaux vos ensembles, et en fait, à chaque fois, même, quel que soit l'état, même s'il est tout petit, il y aura toujours, dans votre intervalle d'état, des nombres qui sont réels et des nombres qui sont des fractions. Enfin, des fractions et donc, selon que vous allez choisir pour ti une fraction ou un réel qui n'est pas une fraction, vous allez avoir f de ti qui va valoir 0 ou 1. Et donc dans votre calcul de truc, ça va tout changer parce que soit vous allez avoir un rectangle, soit vous allez avoir 0 rectangle. Et quand vous allez additionner, si vous avez pris que des fractions, vous allez avoir... Bon, je ne sais plus c'est lequel. Si vous avez pris que des fractions, vous allez avoir une r égale à 1. Et si vous avez pris que des nombres réels, vous allez avoir une r égale à 0. Et vous n'êtes pas capable de trancher entre les deux. Ok? Ben, cette fonction-là, elle est, malgré tout, Kurzweil-Stock intégrale, d'intégrale égale à 0. Donc en fait, Riemann n'arrive pas à répondre à la question. Kurzweil-Stock dit je peux, moi. Et en fait, la réponse c'est 0. Et c'est la réponse. Il n'y a pas de raison de dire en fait, on ne pouvait pas choisir. En fait, on peut choisir et c'est 0 qu'il faut prendre. Mais par contre, il ne faut pas répondre avec Riemann. Ok? Un autre problème qu'on verra sur ces fonctions-là, des fonctions de Riemann intégrale, c'est que si une fonction est Riemann intégrale, elle est nécessairement bornée. Et Kurzweil-Stock répond à des fonctions qui ne sont pas bornées. Pas toutes, mais certaines qui ne sont pas bornées, on arrive à le faire. Alors il y a une autre intégrale qui est connue aussi, qui s'appelle l'intégrale de Lebesgue. L'intégrale de Lebesgue, elle est... Donc Riemann, c'est 1800... l'intégrale de Riemann, quand il en a besoin. Il en a besoin, je crois, en 1850, on va dire. En fait, c'est assez marrant. Enfin, donc, avant Riemann, c'était l'intégrale de Cauchy. Avant Cauchy, c'était l'intégrale de Leibniz. Enfin, il y a plein d'intégrales, en fait, dans l'histoire. Et en fait, l'histoire prouve que c'est toujours des problèmes de physique qui disent il faudrait ça, il faudrait un résultat. Ce résultat semble vrai, mais la construction que j'ai jusqu'à maintenant ne permet pas de le démontrer. Et donc en fait, essentiellement, c'est très marrant parce que pour l'intégrale, c'est quasiment toujours des problèmes de Fourier qui sont arrivés au bout. On a dit, résultat de Fourier, quand Fourier a annoncé ses résultats, en plus au début du 19e siècle, donc 1805, je crois même, avant, parce qu'en 1805, il avait autre chose à faire, il annonce des résultats, tout le monde dit c'est faux tes résultats, parce qu'on ne peut pas le démontrer mathématiquement. En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Ces résultats, c'est vrai, et il fallait attendre que les mathématiques arrivent pour démontrer que son résultat était vrai. Et les mathématiques qui sont arrivées, c'est Riemann, d'abord, puis Lebesgue, qui est venu encore pour corriger les résultats de Riemann pour la théorie de Fourier. Okay. Alors, le principe de Lebesgue, il avait une façon de dire, donc Lebesgue, c'est début du 19e siècle, début du 20e siècle, fin du 19e, plus exactement. Il disait en fait, mon intégrale, c'est comme ça qu'il parle, donc je vais faire le père Castor, mon intégrale, c'est, vous voyez, Riemann, il a des pièces dans sa poche, il veut savoir combien il a d'argent, et en fait il sort une première pièce, 1 euro, 2 euros, donc ensemble ça fait 3, puis il ressort une pièce de 1, puis une pièce de 2, etc. Il fait la somme des pièces qui sortent au fur et à mesure. Il dit, moi ma stratégie c'est pas ça, ma stratégie c'est de vous grouper par paquet de 1, de paquet de 2, paquet de 3, non, il n'y a pas de paquet de 3 euros, mais les pièces par paquet en fait, et de compter combien ça vaut chacun. Et donc en fait, le principe de Lebesgue fondamentalement c'est de ne pas compter, c'est pas de réfléchir sur l'axe X ici, en disant je fais basculer le temps de A à B, mais c'est de réfléchir sur l'axe des Y, d'accord, donc je fais entre 0 et le max par exemple, et je regarde les valeurs prises, donc je coupe en morceaux ici, et je regarde les antécédents de chaque morceau. Ces antécédents vont être bizarres, hein, vous avez un schéma là. Donc si je prends, je sais pas, si je prends une fonction comme ça toujours, et que je cherche à calculer l'air sous cette courbe, on va voir tout de suite d'ailleurs que c'est beaucoup plus souple que Riemann. Donc en fait, je prends mon air compris entre ça, et je regarde des petits morceaux comme ça. D'accord? Pareil, des morceaux, alors lui, je crois qu'il n'y a pas de jauge, hein, donc c'est pareil, des morceaux uniformes. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est par exemple quand il va s'intéresser à ce morceau-là. Donc, c'est quoi ce morceau-là? En fait, il va avoir...
Bon, je sais pas trop, c'est pas très droit. Donc, il va dire pour cette surface-là, là, JK, eh ben, il va y avoir en fait ces trois aires-là, enfin ces trois bases, dont l'image, par la fonction f, est dans JK. Donc la hauteur, là, il la connaît, c'est JK, enfin grosso modo, et il ne reste plus qu'à additionner plutôt ces longueurs-là, en fait. D'accord? Il additionne ces trois-là. Okay? Donc en fait, le beg, grosso modo, ça se passe en réflexion sur des f-1 de JK. D'accord? F-1 au sens de image réciproque. Ou encore, et c'est pour ça que le beg c'est vraiment bien fait pour les probabilités, si vous voulez, c'est l'ensemble des. C'est la variable aléatoire, f égale f à partir de JK. D'accord? En fait, c'est exactement une pensée en variable aléatoire. Et c'est pour ça que c'est développé en même temps que Kolmogorov. C'est la même époque. Hein. Kolmogorov, c'est 10 ans plus tard, mais tout ça, c'est le même principe. Donc en image réciproque, en fait. Donc il coupe le vue et il compte en image réciproque. Donc là, regardez celle-ci, par exemple. En fait, je dis pas trop, je me suis raté. Celle-ci, là, c'est comme, par rapport à Kurzweil Stock, c'est un peu la même idée, au sens où on voit bien que on peut avoir des fois des trucs qui sont très grands, donc il va avoir un impact. On voit bien que ça va aller rapidement dans le calcul de l'intégrale. Par exemple, on nous dit, ben, en fait, cette heure-là, il faudrait les compter tout de suite ensemble, et puis ça va bien ensemble. Ok, donc ça fait un calcul qui est relativement efficace. Et il est efficace au point de répondre à certains cas de pathologie, en fait. Bon, il y a un calcul, là, il faut calculer les longueurs de IK, et de TK. Donc c'est ce qu'on voit sur ce dessin-là, enfin on ne voit pas trop, mais... Ok. Alors il y a un vrai problème quand même sur les intégrales de Lebesgue, c'est que une fonction comme celle-ci, sinus de t sur t dt, n'est pas intégrable au sens de Lebesgue, parce que pour être intégrable au sens de Lebesgue, il faut commencer par regarder les valeurs absolues de la fonction. Et en fait, cette fonction-là, on la démontrera, quand on met des valeurs absolues, ce truc-là vaut l'infini. Mais en fait, quand on nous demande de calculer ça, on ne nous demande pas avec des valeurs absolues. En réalité, le sinus de t ici, qui alterne des signes plus ou moins 1, compense, si vous voulez, là où on a des valeurs, quand on a des valeurs absolues, on a des plus infinis. En fait, là-dedans, il y a des plus l'infini et des moins l'infini là-dedans, qui se compensent en partie, qui fait que si on ne fait pas attention, si on garde tout, il reste exactement pi sur 2, je crois, au principe de pi sur 2. Ce truc-là, pi sur 2 s'écrit pi sur 2. Ok, donc c'est intégral de Dirichlet, donc Dirichlet c'est avoir le Lebesgue. Mais le Lebesgue, il est plus capable d'intégrer ce truc-là. Donc on voit qu'il a aussi ses problèmes. Et Kurzweil lui, il n'y a rien. Donc il est quand même. Par contre, l'intégrale de Lebesgue, elle est relative. Alors elle est assez pénible à construire au démarrage aussi, mais elle est souple au niveau de ce qu'on appelle la complétude des espaces. Et donc c'est quand même souvent, dans une formation en mathématiques, aujourd'hui, en France, mais à peu près partout dans le monde, on fait Riemann pour commencer, puis Lebesgue ensuite, quand on devient bon. Si on est encore là. Et on ne fait pas Kurzweil-Stock, ce qui est dommage parce qu'en fait, il est meilleur que les deux. Et on demande un peu plus d'investissement que Riemann. En fait, il donne tout. En fait. On verra à la fin que Lebesgue est un cas particulier de Kurzweil-Stock si on met des valeurs absolues, etc. Par contre, Kurzweil-Stock marche bien pour les fonctions de R dans R, il ne marche pas très bien pour les fonctions à valeur dans Rn. Alors que Lebesgue marche très très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un glissement entre les deux, enfin un choix entre les deux. Ok ? Donc le cours qui suit dans l'intégrale définie indépendamment par Kurzweil-Stock. Alors en fait, c'est Kurzweil-Stock qui les mettra en valeur. Alors je ne sais plus, 1950, mais il existe l'intégrale, c'est l'intégrale de Perron, l'intégrale de Danjoua, puis on a une troisième, je ne sais plus. C'est la même en fait. Le principe de construction est différent, plus compliqué pour Danjoua et Perron, mais ça conduit exactement au même calcul. Kurzweil-Stock, eux, ils ont donné la même. À partir des jauges en fait. On appelle ça des intégrales de jauge. Dernière chose, Cousin, c'est ça qui est marrant. Pierre Cousin, c'est en fait, si je dis pas de bêtises, il a fait sa thèse sous Lebesgue. Enfin, mais ils n'ont jamais été, je sais pas, ils n'ont pas pu faire l'intégrale de Kurzweil-Stock. Alors que l'élève de Cousin qui est à la base de l'intégrale de Kurzweil-Stock, voilà, est associé à un élève de Lebesgue. Bon, c'est marrant. Alors le bras se propose dans le jardin. Alors, on va faire une pause, ok ?